Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien, très bien. Bon, Cette belle journée ensoleillée. on est bien. Alors, Alors, est-ce qu'on est live bon, du coup? ensoleillé, moi je sors d'une petite grippe là. J'ai mis le col roulé quand même, hein. Il faut pas trop se découvrir quand même. Je vais regarder si on est bien connecté. Alors, ça m'a l'air de fonctionner. Tac, tac, Comme une d'habitude, hein, seconde. n'hésitez pas à nous donner un petit bonjour et Hello à la team. Ça a l'air de hein. fonctionner. Ouais, ouais, c'est bon, on est en ligne. Ah, je vois Aurélie. Super, Ça c'est chez nous. Ah ça y est, ça arrive. ça arrive. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour à Bonjour tous. Quentin, Marine, Cédric, LinkedIn User, le fameux. Bonjour Emna. Bonjour Geoffroy. Bon, super. Bonjour. Stanislas. Bonjour Karine, Mariette. Salut tout le monde. Diane, Aurore, Franck. Franck parfait. On n'a pas tous l'occasion d'être parfait. Bravo. Bonjour Rémi. Bonjour Habib. Bonjour Ayat. Bonjour Audrey. Bonjour Alexis, bonjour Olivia, bonjour Caroline, salut Caroline, bonjour Jérémy, bonjour Tristan, Nasser. Bon, N'hésitez c'est pas à top. mettre votre localisation. C'est toujours sympa de savoir. Oui, c'est ça, ouais. Vous êtes où là Vivez. actuellement? Alors ça peut être rigolo de mettre la double localisation, la ville Ouais, et la zone et la pièce dans laquelle vous nous suivez. c'est ça. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui sont en France et puis à l'étranger? On aime bien aussi, c'est vrai qu'on a une communauté aussi en Afrique et Canada, c'est toujours sympa. Allez-y, dites-nous un petit peu où vous êtes. Abidjan, ben voilà, de porter ce prénom en effet. Bah, il faut l'assumer, Franck. L'important, c'est de l'assumer. Quand on est parfait, en même temps, on ne peut pas te reprocher grand-chose. Bonjour Diane, on a Bordeaux. Bon, c'est top. On va commencer en attendant tout le monde. Je regarde un petit peu. Ça vous plaît, Cameroun? Ça, c'est top. Ça vous plaît, les lives à 10 heures? C'est un bon horaire pour vous? Burkina, super. Bordeaux, Antibes. Ah, j'ai Enfin, grandi c'est là-bas. les lives à 10h et peut-être le jeudi. Je ne sais pas si le combo là de 10h jeudi, ça va bien à tout le monde. On Hmm. se pose la question parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément les mêmes personnes que sur nos lives que l'on organisait sur 18h. Hmm. Voilà. Après, on trouve nous qu'il y a une super Bonjour Marine. participation. Donc on se dit 10h c'est parfait, tout le monde est réveillé et tout le monde est prêt justement à participer. Donc c'est Bonjour intéressant parce que Mehdi. le, le, le fond du live, en fait, vient s'enrichir vraiment sur vos commentaires, vos participations. Donc, c'est super intéressant de voir les différents avis de chacun. Bon, on démarre parce qu'on a un planning chargé aujourd'hui. C'est quand même un live important, la gestion des datas. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Exactement. On y Exactement. va? Là, on est sur 33 slides. Ça va être chaud de tenir l'heure. Euh, mais on va essayer de. Alors, on dit jeudi, c'est parfait et 10 heures. Bah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal, ouais. Merci, C'est Quentin. pas mal. On en fait un peu plus souvent. On n'a pas le temps d'inviter tout le monde, mais bon, après, on s'est dit que ça vous servirait aussi. Paris, bien sûr. Oui, ça, c'est une Non, c'est top. problématique technique de pouvoir inviter tout le monde. C'est juste Ouais, on a des limites sur LinkedIn ouais. qui ne permet pas d'inviter l'ensemble de notre communauté, hein. On a Hmm. une cinquantaine, on a 50 000 personnes à peu près entre mon profil, ton profil et la page SWOT. Donc, en Hmm. fait, on n'a pas le droit d'inviter, de lancer plus de 1000 invitations par jour, je crois. Non, Donc, par semaine. c'est par semaine, ouais, c'est Ouais, très donc faudrait limité. que pour inviter tout le monde, il faudrait qu'on s'y prenne 50 semaines à l'avance. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Bah bon, écoute, c'est pour ça qu'il faut avoir l'œil. C'est Bon, ça, il faut suivre super, notre. c'est ça. Bon, on démarre. Ok. Ça va être costaud aujourd'hui. On va répondre à des clés. J'étais au salon des achats responsables à Deauville il y a 3 semaines et le sujet justement des KPI RSE notamment, extra-financiers, était vraiment sur la table. Salut Franck. Franck de Bordeaux.
Il y a du monde de Bordeaux, là. Eh oui, on a dû inviter que Bordeaux sans faire Du exprès. Cameroun aussi, c'est cool. Oui, c'est possible en plus. C'est possible que dans les filtres, ouais, ouais, je demanderai à la personne qui s'occupe de ça chez nous. Du coup, oui, on va parler d'un sujet important. Je disais, j'étais à un salon là, des achats responsables organisé par République Achat, qui était formidable d'ailleurs. Je leur passe le bonjour, je ne sais pas s'ils sont par là. Il y avait des tables rondes où on parlait de ces sujets-là. Et effectivement, j'étais assez étonné de voir à quel point c'est un sujet flou, l'intégration de la mesure extra-financière. Et en fait, dans ce live, eh bien, on va répondre à cette question de manière très précise. Vous allez voir qu'il n'y a pas de secret, c'est du travail, ça se fait sur le long terme, mais il y a des solutions pour avancer très vite et entrer dans l'action finalement, qui est finalement le cœur de tout ça, de tout ce qu'on fait, de l'approche lean management de la triple performance. Il y a l'amélioration continue. Donc en fait, on ne devient pas un champion de la mesure financière extra-financière en claquant des doigts, d'accord? C'est de l'amélioration continue. Et puis surtout, la raison d'être aujourd'hui de SWOT est de connecter la vision à l'action, finalement, sur le terrain, de manière mesurable. Et donc, c'est vers ça qu'on va aller. Donc, on va vous montrer clairement comment entrer dans la mesure de manière step by step et concrète. Voilà, tout simplement. Ouais, la conclusion du salon de Deauville, c'est qu'aujourd'hui, la data extra-financière, elle fait peur à beaucoup d'entreprises. Ouais, Alors, beaucoup de grands groupes, au final, n'ont pas vraiment de solution concrète ouais, et juste à 100%. Et au niveau des PME, en fait, beaucoup de PME ne voient pas encore ce qui va arriver. Mais en fait, année après année, les obligations de créer justement ce rapport extra-financier s'appliquent à de plus en plus d'entreprises. En fait, avant, ouais. c'était au-delà au-delà d'un certain chiffre d'affaires et on va descendre à 500 personnes, 500 employés, 200 employés et ça va finir, je Ouais, pense, tout alors à fait, ouais. je sais plus quel est le planning, mais je crois qu'en 2030, ça va s'appliquer aux sociétés de 100 personnes. Donc, ça va toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mm, Et en fait, si on n'anticipe pas, à un moment donné, mm. Ouais, tout à vous allez fait, vous ouais. retrouver Il y a en des... difficulté. Ouais, tout à fait. Donc, l'approche aujourd'hui de la data financière extra-financière, il y a deux grands lobes dans notre activité, puisque là, on résume un peu notre métier d'achat, supply chain, mais plus globalement, lead manager de la triple performance, qui est aujourd'hui une fonction très transverse et qui va pouvoir finalement organiser au sein des organisations, vraiment être des acteurs centraux dans la capacité des organisations à pivoter vers un modèle plus performant et durable. Pour nous, les deux sont liés. D'ailleurs, dans le développement durable, il y a la performance économique aussi. Sauf que nous, on les lit de manière méthodologique et précise. Donc, il y a vraiment ces deux grands lobes, les enjeux organisationnels, on va retrouver les ressources humaines, donc les enjeux de ressources humaines, compétences, équipes, les processus, appro, achat, politique, projet, stratégie. Les enjeux RSE, où là, on a tout un univers formidable de la RSE avec le cadre législatif européen, la transposition des directives françaises, qui vont toucher les entreprises en fonction effectivement de leur activité, de leur taille, etc. On va aussi avoir les solutions de management RSE. On va retrouver bien sûr EcoVadis, CEDEX, Bicorp, l'ISO 26000, sa déclinaison ISO 20400, tout ce qui est label sectoriel, thématique, généraliste. Donc c'est très dur d'y voir très clair et on va en parler dans le live du 13 avril prochain, pour être précis. On va retrouver évidemment les enjeux d'impact au niveau organisationnel, les enjeux d'outils, où on va retrouver le data management, financier, extra-financier, qui est le sujet du jour, les solutions IT, ERP, SRM, etc. Et bien sûr, le plus important, finalement, la data financière, extra-financière sur nos achats, concrètement. Je suis une entreprise de transport, j'achète des camions, j'achète du carburant, j'achète tout ça. Je suis une entreprise qui fait du vin, j'achète des bouteilles en verre, des bouchons, des étiquettes, des cartons. Je suis une entreprise dans l'automobile, peu importe l'entreprise, quand on est directeur achat ou catégorie manager sur un portefeuille, il faut avoir cette vision-là de plus en plus, puisqu'on va nous demander de répondre à ces enjeux-là. Et pour répondre à ces enjeux-là, il faut pouvoir mesurer cela pour venir cocher certains indicateurs, etc. Alors, on pourrait croire qu'effectivement, répondre à ces enjeux, mince, ça va nous créer un travail qui n'est pas forcément utile. On sait déjà qu'on a la qualité qui vient nous relancer encore et encore sur plein de sujets. On n'a pas forcément envie de le traiter. Mais au final, la façon dont nous, on vous propose d'aborder le sujet, c'est aussi améliorer effectivement votre organisation en interne en priorisant quels sont les projets
à forte valeur ajoutée en entreprise. Ouais, tout à En fait, on fait. peut le voir de deux façons, soit sous la contrainte. Et là, on se dit, bon, ok, intégrer ces nouveaux enjeux, on va dire, réglementaires et normatifs, ce n'est qu'une contrainte. Mais en fait, si on applique une méthode intelligente, on va tout simplement réussir à optimiser en fait notre approche de priorisation Ouais. de sujets achats à gérer en entreprise. Mm. Et on va aller chercher de la performance, de la triple performance économique, sociale, environnementale. Ouais. La pire des choses à faire, ça serait de se laisser impacter négativement par en fait toute cette réglementation et écraser sans Mm. pouvoir effectivement comprendre comment on peut y répondre. Ouais, c'est exactement ça. Le classique, ça va parler, je pense, à beaucoup d'entre vous, c'est ah, il faut faire ah bon, on va faire un bilan carbone. OK, mais le bilan carbone, c'est un indicateur de tous ces éléments-là, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans quasiment tous. Mais c'est pas le bilan carbone qui va vous dire sur quoi travailler. Bilan carbone, c'est une grande masse d'infos qui est aujourd'hui très intéressante, etc. La méthode LADEME est super, d'ailleurs, on la reprend hein, en partie. Par contre, très imprécise. D'accord? Et en fait, nous, aux achats, puisqu'on est quand même responsable à hauteur de, ça dépend des activités, mais en gros, entre 50 et 80% de l'impact sur la performance économique du chiffre d'affaires hein, de l'entreprise. Et même chose, hein, donc 50 à 80% de l'impact RSE des entreprises. Donc on doit apporter une solution. Et aujourd'hui, se perdre dans des démarches de réponse à des indicateurs, c'est pas ça qui va vous permettre de réussir cette transition vers un modèle plus durable. C'est vraiment l'action hein, au travers de projets sur vos portefeuilles. Et donc, c'est ça, c'est ce sur quoi on va se focaliser lors de ce meeting-là aujourd'hui, de ce live. Et on verra le 13, par contre, comment connecter tout ça à tous ces indicateurs, etc. Ouais, c'est plus le faire pour faire, mais c'est le faire pour le futur et Ouais. l'amélioration et le bien d'entreprise. Ouais, c'est connecter vision et action, en fait, qui est le gros souci aujourd'hui hein, qu'on constate sur le terrain. Aujourd'hui, la vision de la RSE par beaucoup d'acheteurs, par beaucoup d'entreprises, est une vision un peu nébuleuse et qui n'a pas forcément une très bonne image parce qu'aujourd'hui, on voit que ça, en fait, sur les réseaux. Ça parle bah, de RSE à tout va parce que tout le monde veut montrer qu'il est beau, qu'il est gentil, mais souvent, on va présenter des labels, des choses comme ça, mais on ne va pas présenter des résultats concrets. Et c'est là où ça peut devenir ennuyeux à long terme parce que c'est risqué pour les entreprises qui se reposent finalement sur un écosystème de solutions, mais qui ne font pas elles-mêmes leur RSE. Et Mm. l'idée bien de la démarche qui est là, c'est de vous rendre acteur de votre démarche triple performance, hein, économique, sociale, environnementale, pour à la fois booster votre performance économique, d'accord, générer des résultats sociaux et environnementaux mesurables, pour venir certes répondre à tous ces indicateurs, mais surtout être manager de votre RSE en interne, parce que ça fait partie aujourd'hui des enjeux, je dirais, de vos cœurs de métier, du cœur de métier des entreprises. On ne va pas dire à une entreprise, je vais te confier à un prestataire externe quand tu es un directeur d'entreprise, je te confie ma performance économique. C'est pas Ouais, possible. ah, non, C'est mais c'est exactement la même chose avec la performance sociale environnementale, qui est aujourd'hui la clé des leaders de demain. Il faut qu'on et avance un peu, Sébastien. On va aller juste tout de un dernier suite. mot, c'est Ouais, que vas-y. au niveau des ressources employées, il faut être performant. Ouais, Et effectivement, il faut éviter que si vous êtes une personne au service achat, vous ne pouvez pas passer votre temps à juste essayer d'appliquer ces différentes normes. Donc, quand on a un grand groupe, bon, bah, effectivement, on a peut-être 50 acheteurs, on peut se permettre qu'une personne passe tout son temps à ça et que cette personne ne soit pas du tout sur les actions de performance achat. Quand vous êtes un seul acteur, et on l'a vu, on a vu pas mal de personnes formées sur ce principe-là, c'est des gens qui ont voulu implémenter la RSE coûte que coûte et ils ont complètement oublié la performance achat. Mais étant seul aux achats, à un moment donné, ça c'est venu créer un contresens et ça a créé bah, un conflit dans l'entreprise et finalement, au lieu d'aller chercher la performance, on a été détruire un petit peu tout ce qui était en place et derrière, ouais, la personne a été remplacée. ouais, Donc, tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a un vrai sujet là. On va aller rapidement à l'objectif. Hein. Vous voyez jusqu'où vous allez pouvoir aller en suivant ce qu'on va vous présenter. Je pense que c'est important de commencer par la fin, n'est-ce pas? Du coup, effectivement, là, la cible, c'est le tableau de bord finalement de pilotage 360 degrés qui va vous permettre à la fois de mesurer, j'ai un petit écho, de mesurer. Mince, attends, je vais enlever mes écouteurs. Tu m'entends bien, toi, Sébastien? alors moi, j'entends très bien, mais je peux couper mon micro au cas où. Ah, peut-être, ouais. De mesurer, du coup, ah ouais, ça marche bien.
De mesurer, je reviens au début, on va y arriver. Voilà, de mesurer les impacts économiques et environnementaux, notamment sociaux, d'avoir des indices d'impact sur la performance économique, sociale, environnementale, pour pouvoir finalement identifier sur quoi travailler très rapidement. Donc, vous allez voir les matrices de priorisation. On va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure, qui vous permettent de prioriser en intégrant tous ces critères-là, d'accord? Et de définir en fait derrière un plan d'action. On va rentrer dans le détail de ça. Donc, entrer dans l'action très rapidement en intégrant une dimension RSE. Et une fois qu'on a fait ça, quand on a géré des projets, et ben, d'aller mesurer précisément les impacts et la réduction des impacts, tout simplement pour pouvoir derrière remonter ces infos, hein, finalement, et dégréver, par exemple, le bilan carbone, qui lui-même n'est pas très précis. On va le dégréver d'informations très précises et assez indiscutables. Et c'est là où on rentre dans une démarche lean management, donc d'amélioration continue de la performance économique, sociale, environnementale. C'est ce qu'on va voir à l'issue de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Déjà, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre. Allez, super. Alors, les tendances 2023, on reprend l'étude Agile Buyer et CNA sur les priorités des directions achats. Très intéressant, hein, la data, elle arrive en tête des outils qui ont le plus d'impact sur les directions achats. 22% de citations, hein, donc c'est extrêmement important. L'avenir est donc à la data. 23% des directions achats ont prévu de former leurs équipes au data mining et au data analytics. Donc là, on va parler data mining et on va parler data analytics finalement. Pour ceux qui souhaitent évoluer dans leur poste actuel, pour ceux qui souhaitent accompagner les organisations en tant que consultants, pour ceux qui souhaitent avoir un profil qui est beaucoup plus employable, parce que répondant aux compétences recherchées par les directions, sachez que ces sujets-là sont vraiment attendus. Alors, à votre avis, quelle data doit-on récupérer pour construire les fameux KPI dont on a parlé il y a 2 semaines? Je vous invite à nous dire, par exemple, sur l'OTD, voilà, sur l'OTD, à votre avis, quelle data il va falloir récupérer pour répondre aux OTD? On peut aussi évoquer où allons-nous récupérer l'information, à qui on Ouais. la donne. Est-ce que Là, vous avez une idée? on revient un peu plus global. C'est Mm. vrai que là, on mélange des éléments, on va dire, opérationnels de quantité, de chiffre d'affaires et Ouais. des éléments justement extra-financiers, mais c'est volontaire. Donc voilà, est-ce que vous pouvez effectivement, est-ce qu'on prend un premier exemple pour commencer? Ouais. Bah, du coup, j'ai proposé l'OTD. Bah, l'OTD, qu'est-ce qu'on va devoir récupérer comme information? La date de livraison demandée et la date de livraison réelle. Effectivement. Voilà, tout simplement. Et donc, le croisement des deux vous donnera le taux moyen de retour, d'avance ou de retard sur les livraisons, tout simplement. Voilà. Il est important de transformer des KPI en data parce que c'est ce qui va pouvoir permettre de créer ces KPI. Donc là, typiquement, pour le TD, c'est on-time delivery, Ouais. c'est la livraison à l'heure, et on va avoir besoin d'un fichier qui reprenne effectivement peut-être même une troisième information, la date de commande, la date de livraison demandée, la date de livraison réelle pour pouvoir faire une multitude d'indicateurs. Et pour ça, il nous faut un fichier qui reprenne commande par commande effectivement les dates que l'on a. Ouais. Effectivement, j'ai vu passer taux de couverture. Alors, le taux de couverture, quelle information il faut qu'on récupère? Par exemple, quelle data? Est-ce que vous avez une idée? Comment vous allez calculer le taux de couverture? On vous aide un peu? Et ouais, l'OTD, c'est l'on-time delivery, hein, pour info. Ready time pour l'import. Ouais, tout à fait, Diane. Bon, on vous aide un petit peu. Audrey, tac. Alors, on vous aide un petit peu. Alors, effectivement, le CA vente, tout simplement. Le CA achat. Ça dépend du scope, hein. Mais évidemment, le croisement des deux va vous donner le taux de couverture, tout simplement, des achats. Le nombre de fournisseurs, il y a un système de management RSE. Là, en fait, il faut que vous ayez évidemment
les fournisseurs, que vous ayez dans vos data, finalement, dans les colonnes, les solutions de management RSE. Je vais mettre SO Management RSE, qui leur sont attribuées. Donc, si vous cliquez demain sur fournisseur Y, vous allez cliquer, vous allez voir qu'il est rattaché à telle et telle et telle solution de management RSE, ce qu'on voit dans le tableau de bord, en fait. On a Alexis qui nous donne stock et prévisionnel de consommation. C'est pourquoi ça, Alexis? Je pense que c'est pour le taux de Important. couverture, mais c'est un taux de couverture un peu plus logistique. Alors, le prévisionnel des ventes, on va un petit peu élargir. La data qu'on récupère là-dessus, ça va être quoi? Ça va être les volumes, référence, et quantité. Très, très important, ça. Important pour la structuration d'outils approvisionnement, bien sûr, pour pouvoir anticiper, mais c'est très évident dans le retail, hein, où on achète en revend. Donc là, effectivement, le prévisionnel de vente devient le prévisionnel d'achat, hein, très clairement. Donc c'est un sujet très, très important, le prévisionnel de vente. Et quand là, justement, les datas sont bien segmentées, ben, en fait, un produit vendu va définir une nomenclature et derrière, nous définir les volumes qu'on doit acheter et tout ça. On peut parler d'impact CO2. On peut parler. Ouais. Qu'est-ce qu'on va récupérer pour mesurer l'impact CO2? Ben, effectivement, pour récupérer l'impact CO2, ben là, pour le coup, c'est une data, l'impact CO2. Donc, ça pourrait être l'impact CO2 unitaire, tout simplement. Après, si on veut rentrer dans le détail, on peut travailler l'impact CO2 en impact CO2 de production, impact CO2 de transport. Oui, tout à fait. En fait, on peut le calquer sur le cycle de vie du produit et le décomposer sur les différentes étapes. Tout à fait. Imaginez que vous ayez calculé des impacts CO2 précis sur tout ce qui compose un produit. L'addition de ce que vous achetez pour faire fabriquer ce produit vous amènera de manière très précise à connaître l'impact CO2 des produits finis. C'est un sujet, c'est un vrai sujet, ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres idées? Les savings. Alors, les savings, c'est comment on mesure les savings, à votre avis? Qu'est-ce qu'il nous faut pour mesurer les savings? Alors, je vais vous le donner. C'est prix unitaire. D'accord, tout simplement. Et une autre donnée qu'il nous faut, c'est les quantités, tout simplement. En fait, quand on fonctionne en base de données, si le prix unitaire baisse, on parle de savings direct, hein, parce qu'il y a des savings indirects. Pour les savings directs, imaginons je baisse de 20% mon prix d'achat, ce qu'on va voir d'ailleurs à la fin, sur une bouteille en verre, et ben, multiplié par les quantités, ben, ça va nous donner les savings, hein, tout simplement. On peut parler de prix unitaire historique et de prix unitaire, de nouveaux prix unitaires. Ouais. Alors, Maxime, on va rentrer dans le détail de la mesure d'impact CO2 juste à la fin. Je propose qu'on avance un petit peu, il est déjà 24, Sébastien. Bon, vous avez compris, les KPI, en fait, c'est bien de dire des KPI, mais il faut se demander les datas qui sont rattachées, puisque c'est ces datas qui vont permettre de faire les KPI. C'est là où on se rend compte que c'est, à un moment donné, il faut se calmer un petit peu parfois sur les KPI et aller vraiment sur les KPI les plus importants et entrer dans l'action. Oui, puis on est sur des données basiques. Hein. Ouais, tout le monde a ses quantités, ses prix unitaires. Donc voilà. Concernant la data organisationnelle et les indicateurs RSE, donc c'est le lobe de gauche là, dont on a parlé tout à l'heure. Je précise qu'on en parlera le 13 avril, d'accord, à la même heure, 10h, 11h. On va rentrer plus dans le détail de ce sujet-là, où on va vous apporter une méthodologie qui va vous permettre d'y voir très clair et d'utiliser la même technique de data management pour pouvoir finalement prioriser vos indicateurs. Là, on va s'intéresser à la data financière, extra-financière issue du portefeuille, donc le lobe de gauche. D'accord, votre portefeuille achat, donc vos achats directs, indirects, vos catégories, vos familles, vos sous-familles et tous vos articles achats, qu'ils soient des achats de produits, de prestations, de services, enfin, tout ce que vous souhaitez. Alors, vous l'aurez compris, c'est la deuxième gauche de Guillaume. Donc la droite. J'ai dit. Ouais, ma dyslexie m'a rattrapé encore une fois. Bon, mais ça, moi, je ne suis pas monsieur parfait du coup, pour le coup. Mais voilà. Alors, si on reprend ce qu'on a vu il y a 2 semaines, donc là, on va se focaliser sur vraiment la partie 3 et 4, qu'on va élargir à la partie 5 et 6 pour amener du contexte. Mais vraiment, c'est là
hein, récupération des data, des données et harmonisation des données. On va faire un focus pour que vous ayez une meilleure compréhension de cette clé de voûte, hein, dans la structuration de votre data management. Sébastien, comment on récupère des informations classiques, hein, des datas, notamment financières? Comment on fait? Ben, en fait, on a plusieurs interlocuteurs et plusieurs outils. Ouais. Dans les entreprises, l'interlocuteur fiable, en tout cas aux yeux de la direction, c'est très souvent la direction financière et le contrôle de gestion. Donc, on sait que quand on arrive à avoir des données financières via ces deux services-là, on a quasiment la certitude qu'elles vont être validées par la direction. Malheureusement, Ouais. souvent, elles ne sont pas assez précises. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller chercher l'ERP dans lequel toutes les commandes peuvent être insérées. On le sait, hein, dans les ERP, effectivement, on a encore une grande part d'achats qui ne sont pas couverts par les achats et qui peuvent être gérés en direct par des prescripteurs. Ce qui fait que la donnée, effectivement, elle n'existe pas forcément dans l'ERP. Le contrôle de gestion n'a pas une donnée précise, à part nous dire effectivement ce que chaque fournisseur représente sur notre chiffre d'affaires. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on achète chez qui. Et le dernier niveau, le niveau le plus précis, on va pointer vraiment tout en détail ce que l'on a acheté, c'est de demander directement la donnée au fournisseur. Ouais. Qui parmi vous a des difficultés à récupérer ces données déjà financières? Qui s'est retrouvé dans des situations difficiles? Dites-le nous dans les commentaires. Sébastien, du coup, quand ce n'est pas disponible dans l'ERP, comment tu fais? Quelle est ta technique de samouraï, consultant samouraï, pour récupérer des datas? La meilleure technique, c'est d'aller chercher le fournisseur, hein, et de me concentrer et de faire un focus sur un objectif ou un projet bien précis, une famille bien précise. Ouais. La technique de samouraï, en fait, c'est de montrer à quel point on peut être performant en allant chercher de la data complète, de faire un premier succès pour montrer à une direction qu'il est possible d'aboutir à des modèles de données très puissants pour l'entreprise, mais que pour ça, il faut investir et potentiellement venir déverrouiller certaines options sur l'ERP qui n'ont pas été activées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ERP, c'est un outil sur lequel en fait, vous allez avoir une interface avec plein d'options. Et en fait, les options, vous pouvez les développer un peu à l'infini. Hein. Alors, évidemment, tout dépend de la place que vous avez. Mais imaginez que chaque champ, en fait, peut être développé et suggéré par le service achat. Si vous avez établi une méthode de mesure CO2 et que vous avez les coûts CO2 unitaires de l'ensemble de vos articles, eh bien, effectivement, vous pouvez demander aux ingénieurs de l'ERP de venir ajouter ce champ, en fait, dans l'ERP. Tout ce paramètre, ce n'est qu'une interface et il y a toujours des champs libres prévus pour faire des champs personnalisés aux entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. C'est ça. Et puis, les solutions de RP, etc., vous se feront un plaisir de vous facturer quelques milliards d'euros pour vous ouvrir ces nouvelles fonctionnalités. Voilà. Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui, hein? Dis donc, c'est moi qui suis fatigué, mais tout le monde n'a pas de personne à difficulté pour récupérer les datas financières. Alors ça, c'est quand même incroyable. On a Sylvain qui parle un peu de ses difficultés. Ouais, c'est vrai. À 10h25. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de réactions. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Êtes-vous là? Est-ce que vous êtes avec nous? On va voir ça. On voit la difficulté de Sylvain, c'est savoir l'impact du transport. Ouais, tout à fait, ouais. De manière générale, hein, avoir des choses 100% justes au gramme de CO2 près, ça va être compliqué. On ne vous cache pas. Et aujourd'hui, on voit bien que les principales solutions qui existent sur le marché, qui sont en mesure de vous calculer un impact CO2, se basent bien souvent sur la liasse financière de l'entreprise. Sur la partie transport, en fait, très, très, très rarement, ils vont rentrer dans le détail du transport des matières premières. Ils vont s'attaquer plus, par exemple, au transport des salariés sur le site de travail. Et c'est vrai que nous-mêmes, quand on a travaillé sur ce sujet-là, on était surpris de voir qu'il n'y avait pas plus d'infos que ça. Et on disait, voilà, vous avez donné l'adresse de chacun de vos collaborateurs, l'adresse du site, effectivement, ou de bureau où tout le monde travaille, et on va calculer votre impact CO2 sur cette base-là. OK. Ouais. Mais effectivement,
on se doute bien entre le trajet des collaborateurs en voiture individuelle, des fois en covoiturage, certains en vélo vis-à-vis des trajets de matière qui peuvent venir de l'autre bout de la planète, en bateau, en avion, etc. Bon, on est sur un poids de mesure complètement différente. Et on se doute bien qu'il va être très compliqué de manière générale, euh, que ça soit pour mesurer l'impact CO2 des déplacements des salariés, parce que entre le salarié qui est en vélo, le salarié qui est en petite voiture électrique et le salarié qui roule en 4x4, ben, en fait, on va avoir des consommations des véhicules complètement différentes et l'impact réel au gramme près, il sera on va dire, moyen. Mais en fait, dans le Mm. transport, c'est pas la même chose. Dans le Oui. transport, on doit trouver effectivement des règles au kilomètre pour les bateaux, pareil à l'avion, et on doit établir les distances. Hein. Les Mm. distances, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement, et on va multiplier, on va dire, nos règles de coût CO2 par avion, par bateau, par la distance. Sébastien, si tu permets, on va rentrer précisément dans la façon de mesurer juste après. Restons sur la data existante aujourd'hui. Quand vous démarrez dans une entreprise, ben, effectivement, c'est toujours difficile. C'est souvent difficile parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le niveau de maturité des organisations, si on est sur un profil PME-ETI, on va être souvent entre 2 et 3. Et sur les grands groupes, on va être souvent entre 3, rarement 4, hein, de manière structurelle. Voilà, et on a évidemment quelques licornes comme ça qui sont déjà très avancées en termes de maturité triple performance. Mais globalement, c'est très compliqué. Ce qu'il faut retenir pour nous, on a mené une quarantaine, je pense, au moins, enfin, au moins 50 finalement missions de consulting dans des entreprises. On s'est rendu compte que finalement, on suit beaucoup mieux ses clients qu'on suit ses fournisseurs et que finalement, eh bien, nos fournisseurs, nous sommes les clients de nos fournisseurs et donc ils ont des bases de données très précises sur ce qu'ils nous vendent au niveau quantité, au niveau prix, etc. Et donc souvent, c'est eux qui vont pouvoir nous donner des bases de données, hein. Chacun va nous donner sa base de données, ça sera à nous de l'agglomérer. C'est souvent comme ça qu'on démarre une démarche sur une entreprise à faible niveau de maturité. Parfois, par contre, vous avez des données relativement fiables, hein. Ça nous est arrivé quelques fois quand même. Puis on peut rationaliser, faire des travaux de rationalisation de fournisseurs. C'est Là, ça. on a un commentaire d'Audrey qui nous dit, mais moi j'ai un problème sur la maintenance, sur Ouais. tout ce qui est acheté à part. En fait, c'est justement l'occasion de réfléchir à chez qui on achète les différents éléments de maintenance, Mm. potentiellement définir avec la maintenance le panel de fournisseurs pour éviter que ça parte dans tous les Mm. sens. Parce que si Ouais. ça part dans tous les sens, de toute façon, là, c'est plus gérable. Eh oui, On oui, peut oui. donner l'information à 50 fournisseurs, ça fonctionne pas. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Effectivement, c'est un vaste sujet. Donc, une fois que vous récupérez les bases de données, bah, vous allez les rationaliser, les massifier tout ensemble. Et donc, c'est là où l'outil d'harmonisation des datas, hein, la table de correspondance, va vous aider finalement à rassembler un nombre illimité finalement de données en une seule et derrière le transformer, on l'a vu, en tableau de bord. Est-ce que c'est justement cette harmonisation des datas, c'est des sujets sur lesquels vous avez des difficultés, hein? C'est un des fondamentaux du métier de l'acheteur, hein, c'est segmenter son portefeuille, si on le traduit différemment, qui est un sujet extrêmement important. Donc, il y a rationaliser une base de données, segmenter son portefeuille, on les rassemble ensemble et ça nous permet d'avoir une base de données complète. Mais il ne faut pas hésiter à commenter parce que c'est vrai qu'on a eu des doutes sur. On s'est posé la question est-ce qu'on fait un live aujourd'hui vraiment contextuel sur l'ensemble de la data extra-financière ou est-ce qu'on fait un live beaucoup plus simple. Ça sera peut-être un Mm. sujet de live sur mesure que l'on pourra aborder. C'est justement, j'ai une vingtaine de bases de données, comment je fais pour les rassembler et de manière très simple, faire un live très, très opérationnel. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser justement de voir comment on peut rassembler les données de différents fournisseurs pour en finir à réussir à créer une base de données consolidée. Ouais, tout à fait. On va rentrer maintenant dans les informations qui finalement souvent n'existent pas encore, même je dirais à 99% n'existent pas encore. On peut avoir des bribes, parfois on a un bilan carbone de disponible, mais on va voir, le bilan carbone ne nous aide pas énormément. Maxime, les MOQ, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? J'ai un petit trou là, et Pareto, bien sûr, on va travailler sur les Pareto. Alors, comment faire si les data RSE n'existent pas encore? Eh bien, c'est assez simple, il va falloir commencer à les créer. Je rappelle l'objectif, quand on arrive sur un portefeuille,
hein, si on reprend les images qu'on a vues au début, là, les deux grandes masses, et qu'on est sur la masse du portefeuille, donc la masse de droite, c'est ça, hein, Sébastien, merci. Sur la partie du portefeuille, eh ben, c'est d'essayer de savoir sur quoi je dois travailler. Il y a plein d'informations, il y a plein de catégories, il y a plein de familles, de sous-familles, d'articles, sur quoi je dois travailler pour pouvoir maximiser mon efficience et comment je vais pouvoir intégrer cette dimension RSE dedans. Et ben, en fait, aujourd'hui, dans le fichier que vous avez vu, en fait, on a intégré une méthodologie qui est assez simple, qui permet en fait, se refocalisant sur le métier, les fondamentaux du métier de l'acheteur, mais plus globalement du lean manager en triple performance, qui dépasse un peu, voilà, qui englobe la supply chain et la partie achat et qui va sur une dimension vraiment globale de la triple performance d'une organisation, en commençant par le scope 3. Eh bien, on va travailler sur ces axes-là, hein, qui sont identifier ce qui va avoir un impact fort, une criticité sur la performance économique, identifier ce qui va avoir un impact fort sur le risque. D'accord? Donc là, on est dans tout ce qui est interne, hein, toute l'analyse qu'on va appeler achat. Et là, on va lister des critères, hein, comme par exemple le pourcentage du chiffre d'affaires global achat, la proportion de produits-services dans l'offre globale, l'impact sur la rentabilité, c'est extrêmement important, l'indice de croissance, hein, évidemment. Tout ce qui est plutôt des produits d'avenir, il vaut mieux travailler sur les produits d'avenir que sur les produits qui sont plutôt en déclin, impact sur la chaîne d'approvisionnement, etc. Et la dimension de risque, hein, risque fournisseur, typiquement le fournisseur unique, hein, la bisource, la monosource, pardon, l'impact des ruptures sur les opérations, extrêmement important, des produits qui peuvent être très, très dangereux si on est en rupture, etc. Et donc, pour chacun de ces critères, hein, de ces axes, vous allez définir finalement une note de 0 à 10 et à la fin, une moyenne que vous pouvez pondérer. Vous pouvez rajouter des critères selon votre activité, vos engagements, etc. Et donc, vous allez avoir une note moyenne sur 10, hein, de criticité sur la performance économique, une note moyenne sur 10 de criticité sur le risque pour l'activité. Et donc, la multiplication des deux vous donne un pourcentage de criticité interne. Rappelez-vous, hein, analyse interne, externe, force, faiblesse, opportunité, menace. Hein, le SWOT, hein, ça vient de là. Dans tous nos processus, en fait, il y a en fait une analyse interne-externe. Maintenant, on va rentrer sur la dimension RSE, où là, on va travailler sur les enjeux externes, donc RSE, criticité environnementale, criticité sociale et sociétale, où là, on reprend, hein, les principes notamment de l'ADEME, où on va avoir l'impact sur le cycle de vie de l'air, de l'eau, du sol, bien sûr l'impact CO2 s'il est disponible. Souvent, il ne l'est pas, il faut le savoir, et on ne va pas aller le mesurer pour tout un portefeuille au démarrage d'une action. Donc, on peut laisser le critère vide si on ne l'a pas à ce stade-là. On va voir après comment l'avoir. L'impact sur la biodiversité et tout critère que vous pourrez juger pertinent selon, évidemment, les familles et votre portefeuille, votre activité. Pareil pour tout ce qui est criticité sociale et sociétale, impact sur les individus, impact sur la société, impact sur l'économie et la politique, par exemple, et autres critères que vous pourriez juger importants. Ce qui va ressortir à la fin, c'est une moyenne de criticité environnementale, d'accord, de 0 à 10, et une moyenne de criticité sociale et sociétale également, une moyenne de 0 à 10. La multiplication des deux vous donne un pourcentage de criticité RSE. Donc, si vous multipliez la criticité interne, achat, performance et risque, et la criticité externe, sociale, environnementale, vous obtenez ce qu'on appelle l'indice de PES, d'accord, qui va être de 0 à 10 000, tout simplement, qui multiplie deux pourcentages, hein, de criticité, qui vous permet d'identifier tout simplement sur le Pareto, ce que disait tout à l'heure Maxime, choisi, donc catégorie, famille, sous-famille. Vous pouvez rentrer dans une analyse, voilà, il faut faire ce travail-là. C'est relativement rapide et c'est automatisé dans le fichier. Ça vous permet tout simplement d'identifier, de faire apparaître là, ici, on est sur des familles d'achat prioritaires, finalement, pour aller impacter la performance économique, sociale, environnementale. Donc, tous les critères sont intégrés pour identifier sur quoi travailler en priorité. On parle vraiment d'assécher le marais plutôt que de tuer les moustiques, et donc d'identifier les familles principales sur lesquelles agir en fonction de leur criticité interne, un pourcentage de criticité interne et externe, un index qui donne une note d'impact, et tout simplement pour pouvoir définir son plan d'action, sachant que notre travail, on va y revenir dans les prochains lives, va être de réduire, hein, cette criticité sur la performance économique en générant, par exemple, des gains, en accroissant les marges, en améliorant la valeur ajoutée, en innovant, en créant des avantages compétitifs, etc. Et bien sûr, de réduire les risques, typiquement avoir plusieurs sources, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On l'a déjà vu plusieurs fois, mais peut-être que vous avez des questions. Il faut bien comprendre que c'est notre réponse, justement, Ouais. à comment répondre à cette nouvelle réglementation, à ces nouvelles normes, qui nous obligent effectivement de faire un bilan et de montrer ce que l'on fait pour s'améliorer. Mais pour ça, on a besoin initialement de mesurer les risques, en fait, hein,
venir faire une analyse de risque et d'opportunité. Et en fait, ce que l'on vous propose là, c'est notre méthode à appliquer justement pour les achats. Oui, tout à fait. Pour le scope 3, même si elle est aujourd'hui applicable sur pas mal de choses, effectivement, la méthode PES aujourd'hui intègre cette matrice d'analyse qui est une évolution dans la continuité des travaux qui ont été faits historiquement et notamment la matrice de Krajcik. On va beaucoup plus loin, matrice de Krajcik et matrice à 16 cases de Claude Marcel, qu'on amène aujourd'hui dans le 21e siècle en intégrant cette dimension RSE au profit de l'accroissement de la performance économique par la baisse des coûts, la hausse des marges, le développement des ventes. Donc, on est customer orienté. Donc, on va essayer de répondre aux attentes des clients et des consommateurs. Et puis, eh bien, comme ces attentes-là sont aussi liées à des enjeux RSE et qu'aujourd'hui, les entreprises doivent répondre à ces enjeux de demain, on intègre cette dimension RSE qu'on va chercher à réduire comme critère principal de performance économique, sociale et environnementale, tout simplement. Et donc, une fois que vous avez créé ça, tout simplement, vous allez pouvoir définir votre plan d'action. Donc, vous définissez vos familles, vous positionnez en fonction de vos ressources disponibles des référents projets. Donc, en fonction du nombre d'acheteurs que vous avez, vous allez pouvoir leur confier des projets, typiquement des catégories, project manager, etc., qui vont lancer ces projets-là. Chaque projet va générer de la performance économique, sociale, environnementale. Vous retrouvez ici l'entonnoir gestion de projet. Là, on est dans le cube stratégique. On n'est pas revenu sur les fondamentaux de la méthode. Ce n'est pas le sujet du jour. Et là, on est sur les étapes 6 du cube stratégique. Et là, on est dans vraiment l'entonnoir de gestion de projet, dont le rôle est de générer une amélioration mesurable de la performance économique, sociale et environnementale. Et donc là, vous voyez, ces informations-là de criticité pour chaque famille remontent automatiquement dans le tableau de bord que vous avez vu tout à l'heure. Ça vous permet finalement très rapidement d'aller intégrer cette notion-là dans vos data, dans vos KPI, pour structurer une stratégie intégrant cette dimension-là le plus rapidement possible, de ne pas se perdre dans des bilans carbone, la réponse à des indicateurs, etc., mais d'entrer très très vite dans l'action, d'accord, en intégrant cette dimension RSE. Et on va voir juste après, justement, où ça nous mène. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Difficile à évaluer, Sylvain Moreau. C'est très difficile à évaluer. Je suis tout à fait d'accord avec toi et tu vas voir sur la suite du live comment on fait pour le mesurer précisément. Aujourd'hui, finalement, plus le niveau de maturité d'une organisation va être bas, plus tout va être urgent. Donc finalement, on se retrouve souvent à avoir les familles les plus lourdes d'un point de vue économique et les plus risquées qui vont aussi avoir le plus gros impact RSE. Ce n'est pas un hasard si les achats sont à même hauteur en termes d'impact sur le chiffre d'affaires des entreprises, donc 50 à 80%, 40 à 80%, même 90 parfois. Et pareil pour la RSE. Ce n'est pas un hasard si c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Ça veut dire qu'en général, ce qu'on achète en gros volume, d'accord, et qui potentiellement est très risqué, va être aussi là où il va y avoir le plus d'impact social et environnemental. Et quand une entreprise a un faible niveau de maturité, naturellement, on va retrouver très rapidement les priorités d'action qu'on retrouve ici, peut-être les plus gros budgets de l'entreprise. Donc finalement, c'est assez facile d'identifier ces critères-là. Et donc, par une étude de marché relativement approfondie, par des informations qu'on peut avoir en interne, on peut savoir quelles thématiques vont être à forts enjeux environnementaux et sociaux. Et c'est tout ce qui compte à ce stade-là. C'est de le faire de manière rationnelle pour ensuite aller travailler précisément dessus. C'est ce qu'on va voir juste en suivant. Ouais, on va faire vraiment un focus sur le CO2 d'ailleurs en suivant. Donc, n'hésitez pas à rester parmi nous. On va vous donner un exemple sur un cas réel mis en application en conscience. Oui, tout à fait. Deux cas réels. Eh bien, effectivement, la note de 0 à 10, tu vas devoir le faire, Audrey, en fonction des résultats de ton étude de marché, notamment, de ton analyse du secteur d'activité, etc. L'important, il faut le faire assez rapidement. Il ne faut pas perdre trop de temps dessus. Il faut essayer d'apporter une réponse concrète à ça. Donc, il y a des matrices ACV qu'on peut utiliser pour pouvoir développer ça. Mais globalement, l'idée, c'est d'identifier là où il y a des impacts importants, puisque quand on va rentrer dans les projets, on va ajuster ces notations-là avec une étude de marché beaucoup plus poussée. Finalement, ceux qui vont définir les notations finales, c'est ces personnes-là qui, quand elles vont faire donc les catégories, les project managers, catégorie manager, qui vont mener des projets et lors de la phase d'état des lieux du projet, vont vraiment mesurer l'impact CO2 précis, identifier vraiment tous les impacts, etc. C'est vraiment un projet où, pour répondre à la question d'Audrey, on peut rentrer dans le détail et justement avoir une démarche ouverte avec le fournisseur. C'est ça. Là, sur le premier step, donc définir quels sont
nos familles prioritaires, on ne va pas rentrer dans le détail et appeler tous nos fournisseurs à chaque fois pour affiner à 0,001 sur 10. Non, ça, on va le faire sur le projet à la rigueur. Parce que c'est la priorité de l'entreprise. Et donc là, on ira effectivement faire une démarche ouverte avec nos fournisseurs. Sinon, ça va être très lourd à mener. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. Bon, alors comment on fait du coup? Comme on a fait là des estimations, hein, très clairement, les plus précises possibles, avec ce qu'on a de disponible, tout simplement. En fait, souvent, on se dit, oui, mais alors j'avance pas tant que c'est pas parfait, etc. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Faire un bilan carbone pendant un an, que vous allez payer 50 000 euros, pour savoir que c'est le scope 3 qui est le plus qui a le plus gros impact sur la performance environnementale, c'est pas utile. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir fait maths sup, je m'excuse pour ceux qui ont fait maths sup, pour identifier que c'est le scope 3 qui a le plus gros impact sur l'environnement. Donc là, l'idée, ça va être vraiment d'entrer dans l'action rapidement, de manière méthodologique. Avec le temps, les institutions vont se structurer pour pouvoir nous fournir des informations de plus en plus précises par secteur d'activité. Donc on va pouvoir avoir une analyse de plus en plus fine pour définir ces plans d'action. Mais aujourd'hui, déjà, on y arrive très bien. L'idée, c'est de l'estimer de manière rationnelle et le plus logiquement possible, sachant que quand on rentre dans les projets, par contre, là, on rentre dans une mesure précise et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Effectivement, les données qu'on va créer en interne ne vont pas nous permettre de consolider des infos qu'on va pouvoir remonter, par exemple, pour dégréver le bilan carbone, d'accord, pour le réduire. Par contre, l'action des projets qui sont ici va nous permettre de le faire et on va vous donner 2 exemples pour y arriver. Première question, à votre avis, qu'est-ce qui différencie un impact CO2 unitaire d'un prix unitaire dans un ERP? Quelle est la différence? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée entre la différence pour un ERP, si on lui donne un impact CO2 unitaire, imaginez que dans la case prix unitaire, vous mettiez l'impact CO2. Est-ce que l'ERP va faire une différence? Allez, dites-nous, il y a un peu de décalage. Alors? C'est très simple en fait. Hein. Faut pas chercher trop loin. On a peut-être un peu poussé là. Ouais, c'est l'explication avant tout ce qu'on a expliqué qui peut perdre. Voilà, merci. Merci Stéphane d'avoir répondu. Et oui, il n'y a aucune différence. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Tout le monde fait l'impact CO2, l'impact social. En fait, c'est une donnée et c'est une entrée dans une fiche article. Il n'y a pas de différence. Exactement, il n'y a pas de différence. Et c'est bien ce qu'on va voir là. Et donc, comme il n'y a pas de différence, en fait, vous pouvez tout simplement, l'intégrer. Donc, vous avez juste à rajouter, par exemple, une case dans votre fiche article, un champ CO2 qui va venir en complément du champ prix unitaire. Et dans vos fiches fournisseurs, vous pouvez intégrer une notation d'impact social, soit rattachée à une note type EcoVadis ou autre, soit tout simplement selon vos critères de définition de notation d'impact social. Voilà. Typiquement, vous pouvez utiliser celui qu'on vous a montré juste avant, par exemple, que vous allez affiner à l'issue du projet. Et donc, en fait, vous pouvez automatiser complètement votre gestion des données financières, extra-financières et environnementales et sociales, tout simplement. C'est un travail qui prend du temps. Et comme on va le voir ici, là, on va rentrer dans la mesure précise au travers d'exemples réels qu'on va partager avec vous. Est-ce que c'est clair? Sur les critères juste avant, ce qui est important, c'est d'avoir les critères. Hein. On vous le dit, en cas d'audit, c'est ce qu'on va vous demander. C'est quelles sont la liste de vos critères. OK, on vérifie que vous les appliquez correctement. Et après, on va vérifier effectivement en réel comment ça se passe. Mais il faut quand même avoir cette liste de critères et bosser un peu dessus. Et je vous garantis que si vous l'intégrez dès maintenant, de toute façon, que vous le fassiez vous-même ou qu'on vous l'impose, admettons, avec le responsable développement durable, le responsable qualité viendra vous l'imposer à un moment donné. Donc, autant faire vos critères dans un esprit, effectivement, que l'on vous donne ici. Oui, tout à fait. En fait, là, on rentre dans un exemple. Hein. Donc, vous vous rappelez, la dame là, qui est une acheteuse projet, va avoir en priorité numéro 1, on revient ici,
par exemple, de travailler sur les bouteilles en verre. Imaginons qu'on soit dans le domaine du vin. On On va identifie que l'appeler les Julie. bouteilles en verre. Tu m'entends? On va l'appeler Julie. On va l'appeler Julie. Voilà, on va Voilà. l'appeler Julie. Donc Julie, en fait, avait pour projet de travailler sur les bouteilles en verre parce qu'elle travaille dans le vin. Elle identifie que les bouteilles en verre sont la plus grosse criticité sur la performance économique, le plus gros risque parce que peut-être elle a des monosources sur ses principales bouteilles et qu'il y a un gros enjeu environnemental notamment très fort et peut-être un impact social un peu plus faible. Elle identifie que c'est sa priorité d'action numéro un. Elle va lancer un projet. Donc là, il y a la méthodologie de l'entonnoir gestion de projet qui permet de réaliser ces résultats qu'on verra dans les prochains lives. Et donc, naturellement, elle va passer donc, à l'issue de son projet qui va durer peut-être, disons, entre 5 mois et un an. Hein. C'est des projets assez longs quand même pour avoir les résultats complets d'un projet. Hein. C'est des projets costauds. Par contre, les résultats sont aussi costauds. Et donc là, par exemple, elle passe d'un budget d'1 million 600 000, 1 million 150 000 euros par an à un budget d'1 million 452 000. Elle va faire 200 000 euros d'économie, 12%. Et on va voir qu'elle va permettre un impact CO2 de 16% en moins. Et donc ici, on voit le cumul des résultats financiers et environnementaux, d'accord, qui se cumulent. Donc 234 tonnes de CO2, 290 tonnes, 900 tonnes, 1300 tonnes. OK. Et naturellement, ça va pouvoir remonter dans les données du tableau de bord qu'on va voir juste après. Comment elle va mesurer ça? Et ça, on comprend qu'il ne faut pas rester limité à l'impact CO2. On vous a montré un exemple réel hein, sur des bouteilles. Là, on est dans le monde de l'huile qu'on a allégé il y a maintenant de nombreuses années. Je vois 2016, hein, ça commence à faire. Hein, t'imagines, Sébastien, quasiment 10 ans qu'on fait ça. Et donc, très naturellement, on va retrouver ici la bouteille lourde. Hein, je l'ai appelée lourde et l'autre s'appelle légère. À l'époque, on avait fait la bouteille la plus légère au monde dans sa catégorie et le process qu'on a développé pour faire ça, les leviers qu'on a activés dans le cadre de l'entonnoir ont révolutionné l'industrie du verre. Donc, ça nous a impacté, nous, directement chez notre client. Par contre, ça a impacté toute l'industrie du verre. C'est des milliards de bouteilles qui ont été fabriquées en activant ces nouveaux leviers. Donc, les enjeux sont propres à votre entreprise, mais peut-être que vous aussi, dans votre activité, dans votre action, vous allez pouvoir avoir un impact qui dépasse complètement votre seul portefeuille achat. Pour info, c'est extrêmement intéressant. Et donc, on a utilisé la méthodologie de Citeo, le BEE éco-emballage, qui est gratuit et qui nous a permis de mesurer l'impact CO2 de manière assez précise hein, de la bouteille initiale. On voit ici 277 grammes de CO2. Et donc là, ici, je vous ai sorti les données après projet. Donc, une fois que la bouteille a été allégée, on voit qu'on passe à 235 grammes de CO2. De 277 à 235 grammes, vous retrouvez la réduction d'impact CO2 qu'on a mis tout à l'heure. Et on voit, hein, il y a des impacts aussi sur les ressources non renouvelables, sur l'acidification de l'air, sur la consommation d'eau, sur l'eutrophisation des eaux douces et des eaux marines. Voilà. Et il y a beaucoup plus d'informations. J'ai mis juste un extrait. Ben ça, rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure dans la définition de l'indice de PES, notamment au niveau environnemental. Et ben en fait, ces informations-là, vous allez les remonter pour venir ajuster vos notations de criticité avant et après pour pouvoir derrière démontrer finalement une réduction de ces impacts-là, tout simplement. Et donc de l'indice global de criticité et de mesure des résultats. Et donc là, vous avez par exemple une baisse d'impact économique, hein, une baisse des coûts, hein, tout simplement, une baisse d'impact environnemental, puisque là, on est sur des emballages à faible enjeu sociaux, et donc on va générer des résultats directement. Ces informations vont remonter dans le management de data global, remonter dans les tableaux de bord. Et imaginez que sur le deuxième projet, par exemple, on a Nicolas qui va lancer un projet sur les transports de marchandises dans la même entreprise, qu'à l'issue de ce projet transport, il passe d'un budget de 3 200 000 euros à 2 758 000. Il fait 442 000 euros d'économie, il réduit les kilomètres parcourus de 350 000 km et il fait 891 tonnes de CO2 en moins par an. Là, on voit les résultats cumulés d'année en année. C'est également un vrai projet. Hein. Donc là, on a une réduction d'impact CO2 de 28%, ce qui est énorme. Et là, on est sur le référentiel de l'objectif CO2 qui nous a permis de mesurer ça. Et bien, ces informations-là vont également remonter naturellement dans le tableau de bord. Alors, on ne vous cache pas, il faut passer un peu de temps pour trouver le référentiel. C'est pour ça, en fait, que l'on se rend compte, si on veut être pertinent, on ne peut pas appliquer effectivement cette recherche de coût CO2 dès la mesure des familles, dès l'analyse des familles. C'est vraiment Oui. projet par projet. Nous, effectivement, on a passé du temps, on a vu qu'il y avait un référentiel pour améliorer effectivement le secteur du transport qui était très précis en nous disant c'est simple, si vous mettez en place l'éco-conduite, vous allez économiser tant de litres égale tant de CO2. Et en fait, il y a vraiment par métier
des référentiels qui existent. Donc là, Ouais. c'est le Citeo, c'est ça que tu as montré sur la Ouais, partie tout à fait sur les emballages, ouais. Qui reste, à ma connaissance, le meilleur outil aujourd'hui de mesure d'impact CO2 précis. On a Citeo, on a donc l'objectif CO2. Ça dépend vraiment des marchés. C'est à vous, donc si vous êtes catégorie manager, au moment où vous faites votre état des lieux, d'identifier les référentiels pour justement affiner les notations qui ont été définies peut-être par la direction ou vous, avec votre direction initialement, vous estimez des notes pour savoir sur quoi travailler. Et une fois que vous travaillez dessus, vous affinez les notes de manière extrêmement précise sur la base des référentiels officiels. Parce qu'effectivement, ça prendrait énormément de temps de mesurer les impacts, alors qu'en fait, dans le processus de l'entonnoir, ça se fait de manière très naturelle. Et en fait, vous rentrez très vite dans l'action, parce que c'est quand même tout à fait, objectif CO2 de l'ADEME. C'est C'est effectivement une priorité. rentrer vite dans l'action. En fait, le risque, c'est de se dire, bon, moi, je vais essayer de mesurer mon CO2 sur toutes mes familles. Ouais. Je vais passer 2 semaines, 3 semaines. Au final, au bout de 6 mois, on y est encore. La Mm. problématique, c'est qu'on n'est toujours pas passé dans l'action. Tandis que si on Ouais. travaille au projet, ben, on est directement dans l'action. Ouais. Hein, faut imaginer, par exemple, je sais pas, moi, vous équipez le GIGN en bouclier. Et effectivement, votre objectif, c'est de donner des boucliers au GIGN, sauf que, ben, en fait, tant que le bouclier n'est pas parfait, il n'est pas brodé, il n'a pas le bon insigne de l'équipe de la brigade, ben, en fait, vous ne donnez pas les boucliers au GIGN. Puis ben, au final, se passe 6 mois, le temps que vous fassiez tout nickel, 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 nickel. Et au bout de 6 mois, ben, en fait, quand vous avez fini, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Ben, vous allez c'est voir la exactement brigade ça. et puis, en fait, ils vous disent, ben, non, tout le monde est mort, ils n'avaient pas de bouclier sur leur intervention. Donc, Ah mince alors. Pour terminer, on est presque dans les temps, Sébastien, c'est un miracle. Euh, pour il faut terminer, être ben, imaginez, projetez-vous dans ce qu'on vient de vous présenter. Là, vraiment, vous vous projetez. Vous projetez sur 6 ans, hein. Ce qu'on vous montre là, c'est une vraie entreprise. On a évidemment modifié toutes les informations pour des raisons de confidentialité, hein. Les noms des fournisseurs, les chiffres d'affaires, les références, tout est modifié. Vous avez 6 ans pour un budget de 550 millions d'euros d'achat. D'accord? Donc, on peut faire des outils extrêmement performants en utilisant Excel. Mais si vous avez un ERP suffisamment performant ou un SRM qui vous permet de remonter les datas, eh ben, utilisez-le, il n'y a aucun problème, hein. L'important, c'est que vous soyez indépendant dans votre capacité à construire vos outils et à les faire évoluer dans le temps, hein. Et bien là, regardez, on reprend l'exemple des bouteilles, par exemple. On voit bien les infos, Sébastien, c'est bon? Tu m'entends? Oui. Ouais, c'est Mais bon? bon, Ouais, tu ouais, coupes le ouais. micro. Après, tu Bon, peux super. même le mettre en gros sans forcément que En plus nous arrivions gros? par nous. Pour que, J'entends pas, ça coupe, Sébastien. je sais pas si tu peux le projeter en fait sans nous, sans nos caméras pour que ça soit encore plus Ah, gros à tout l'espace. ouais, je vais essayer. Tu as bien vu. J'essaye. Comme ça, c'est mieux, tu crois? Oui. Dites-nous si c'est mieux comme ça. Et donc, imaginons que, eh bien, on est 6 ans après le démarrage de la dynamique, on a mené des projets sur X catégories, notamment, on va prendre l'exemple des bouteilles, de réduction de l'impact CO2 des bouteilles. Et ben, très naturellement, vous allez par exemple, bon, ben, je sais pas, imaginons que vous ayez un client, un responsable d'un audit de certification, de labellisation ou autre. Bref, ce que vous voulez, qui arrive dans votre bureau. Bon, et sur les bouteilles en verre, vous avez fait quoi exactement? Ah, sur les bouteilles en verre, tac. Bah, sur les bouteilles en verre, donc aujourd'hui, on a fait 1 million d'euros d'achat en peut-être 2021, d'accord? Notre impact CO2, il est de temps sur la base du référentiel, du coup, Citeo, BE, éco-emballage, et on l'a réduit. Donc là, on va par exemple montrer, je sais pas, sur la bouteille 0,5 carré sur mai pour vous montrer la puissance de l'outil, hein. On peut cliquer sur juillet 2021. On va connaître le chiffre d'affaires sur cette référence, l'impact CO2. Et comme dans vos données, vous avez intégré l'impact CO2 unitaire avant-après, vous avez juste à multiplier par le volume et vous avez votre gain d'impact CO2 avant-après, tout simplement. Et là, vous pouvez amener ça sur de la réduction de bilan carbone, par exemple. Si vous utilisez des référentiels comme notamment celui de l'ADEME, c'est intéressant ce que tu disais, Franck, tout à l'heure. L'objectif CO2, c'est l'ADEME. Tu mesures une réduction d'impact CO2 sur la base d'un référentiel de l'ADEME et le bilan carbone, c'est l'ADEME aussi. Bon, voilà. Et le CITEO, BE, éco-emballage, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais si tu arrives avec une réduction d'impact CO2 fait par le BE, éco-emballage de CITEO, l'ADEME l'acceptera. Voilà.
les solutions de management RSE l'accepteront parce que c'est aujourd'hui la meilleure solution de mesure qu'on peut avoir. Et donc là, vous imaginez, vous avez réduit finalement les budgets achats de manière très importante. Vous avez réduit les impacts CO2 de manière très importante. On voit ici les réductions. Il faut savoir que les volumes ont fortement progressé. On voit ici très précisément les réductions. Et tout simplement, vous êtes rentré dans une démarche finalement lean management de la triple performance qui est basée sur une approche résultat et pas sur une approche, réponse à des indicateurs bêtement. Voilà, pour faire simple. Est-ce que ça vous parle, ces choses-là? Dites-nous en commentaire. Au Super revoir, tableau Karine. d'analyse. J'aime bien le commentaire de Stéphane, précis mieux que parfait. Oui, ça, on est bien d'accord. De toute façon, la perfection n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, on estime que notre méthode aujourd'hui, qui est unique au monde, hein, clairement, qu'on souhaite qu'un maximum d'acheteurs puissent utiliser pour avoir un impact, elle n'est pas parfaite, mais aujourd'hui, elle est unique et surtout, elle permet d'agir. Donc, en fait, basiquement, vous entrez dans l'action de manière extrêmement rapide, de manière précise et rationnelle, hein. C'est fini les acheteurs qui ressemblent un peu à du marketing. J'ai un groupe le marketing, mais on suit un peu. Mais on arrive avec une approche rationnelle, méthodologique. On présente un plan d'action à sa direction, bah, ça marche, il n'y a pas de discussion. Une fois que vous avez lancé le plan d'action, vous générez des résultats mesurables sur la base de référentiels officiels. Vous remontez les informations dans votre data management. Terminé. Et concernant les impacts sur votre carrière, ils sont énormes, puisque finalement, en fait, quand on agit, on montre des résultats tout de suite et c'est essentiel. En fait, il n'y a rien de pire pour sa carrière que de montrer à une direction qu'on est très fort dans l'analyse et qu'on passe notre vie à faire de l'analyse. À un moment donné, il faut avancer. Et il faut concilier les deux. Mais oui, c'est un vrai sujet. Donc là, pour faire simple, on va vous aider finalement par ces solutions-là, que ce soit le webinar, mais plus globalement, quand on va vous accompagner dans une montée en expertise, on va vous amener à être doué, d'accord, dans la réalisation de ce qu'on vient de vous montrer. Et finalement, c'est ce dont les entreprises ont besoin. Vous allez être doué pour faire ce dont les entreprises ont besoin. Naturellement, vous allez être payé pour ça. Et comme dans votre action, vous allez amener une dimension transversale de partage avec les équipes, d'impact environnemental, social, vous allez donner du sens à ce que vous faites. On parle d'une vraie carrière à impact là, hein, pas de la réponse à des indicateurs. Hein, on est vraiment sur du très sérieux et du mesurable. Vous allez commencer à vraiment aimer ce que vous faites. Voilà. Vous allez devenir des lean managers de la triple performance. Ça dépasse les achats. C'est un peu l'évolution achat, supply chain, triple performance. C'est un des nouveaux métiers de demain. Et vous allez être capable d'accompagner les organisations de l'intérieur à faire ça. Donc, naturellement, hein, passion, mission, vocation, profession, on va vous aider à essayer de trouver votre équilibre, votre ikigai professionnel par l'approche méthodologique et par les bons outils pour être en phase avec ce dont les entreprises ont besoin, tout simplement. Pour ceux qui souhaitent se former, il y a la formation Data Manager Achat RSE, d'accord, aussi connue sous le nom de la formation Excel aux achats. Okay, donc, ceux qui nous demanderont, là, en nous envoyant un email, recevront le lien et pourront commencer à s'y intéresser. Donc, certification ICDL internationale, activable en CPF, etc. Ça dure 27 heures, hein, on n'a rien sans rien, donc il faut bosser un petit peu. Voilà, pour ceux qui l'ont fait, c'est quelque chose qui transforme réellement votre carrière. On vous met en capacité de structurer les outils qu'on vous a présentés, hein, avec un peu de boulot, encore une fois. Sébastien, qui est responsable de tous ces outils-là, il a mis 10 ans à les faire. Donc, on vous fournit les templates, mais vous devez monter en compétence. C'est pas Excel, c'est pas prendre un template et remplacer des datas. À un moment donné, vous devez, vous, être acteur de votre expertise pour être acteur en interne du changement dans les entreprises. C'est extrêmement important. Être opérationnel, parce qu'on l'a vu, c'est souvent un problème quand les personnes ne font pas la partie data management dans notre formation. En fait, souvent le minimum, c'est le white belt. C'est 3 jours, effectivement, où Guillaume détaille de A à Z, effectivement, notre méthode. Mais on voit bien que souvent, les gens sont un peu embêtés et viennent prendre en complément cette formation data management parce que récupérer les datas, les manipuler, ça nécessite un minimum d'expérience, d'expertise.
pour pouvoir le faire. Hein. À un moment Ouais. donné, on n'a rien sans rien. On doit utiliser nos outils universels. Hein. On n'a pas besoin d'aller chercher des outils ou de faire appel à des ingénieurs pour le faire à notre place. Mais on a besoin d'outils universels pour pouvoir rassembler nos informations, nos données et les ordonner de manière concrète pour faire le tableau de bord que l'on vous a présenté juste à présent. Mm. C'est un peu la base. Si on a que des connaissances, mais pas la compétence pour mettre en œuvre, bah, c'est un peu dommage. Et potentiellement passer plusieurs années à arriver à la mettre en œuvre, c'est là aussi dommage, alors qu'on peut gagner énormément de temps. Vous allez gagner beaucoup de temps à suivre cette méthode opérationnelle qui a été créée en fait de A à Z pour les acheteurs, par des Mm. acheteurs. Et je crois encore une fois qu'on est les seuls à proposer ça. C'est pas Ouais. pour rien, je pense qu'on a un gros succès là-dessus. Personne ne Mm. propose une vraie formation contextualisée sur les besoins d'un acheteur. Mm. D'un acheteur, d'un responsable achat, d'un consultant. En fait, bon, on va pas on est déjà un petit peu hors clou au niveau timing, mais en fait, nous, à base, on est des acheteurs, tout simplement. Des acheteurs qui avons constaté des problèmes sur le terrain et au fur et à mesure, ben, on a essayé d'y répondre. On y a répondu pour nous et puis à un moment donné, on s'est dit, mais si tous les acheteurs pouvaient avoir ces outils-là, mais l'impact de notre fonction serait transformé. Et en fait, en tirant ce fil conducteur, on en est arrivé à créer la fonction triple performance, lead manager de la triple performance, qui est une évolution, une extension des achats. Hein. Kraljic disait en 83, les achats doivent devenir des managers de la supply chain. Évidemment, au lieu de comprendre que c'était une évolution de la fonction, on les a séparés. Donc aujourd'hui, on a les fonctions supply et fonctions achat, mais en fait, c'est la même chose. Et ça multiplie le nombre de métiers dans les entreprises, le nombre de projets dans les entreprises. Là où en fait l'approche lean management de la triple performance va réduire le nombre de projets au profit de projets très stratégiques, à forts enjeux et à forts résultats. Et c'est vers ça qu'on pousse aujourd'hui. En fait, c'est par hasard qu'on est arrivé à créer ces éléments-là. Le livre, d'ailleurs, sort chez Duno. On accélère pas mal de notre côté hein, pour vous rendre accessible tous ces savoirs-là de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Pour ceux qui souhaitent avancer, je précise que, bah, évidemment, vous former, c'est la meilleure solution. Mais bon, on n'est pas là que pour vous vendre des choses, on est aussi là pour le partage, c'est pour ça qu'on donne beaucoup de choses. Et notamment, vous pouvez télécharger hein, le guide de la méthode PES. Donc, il suffit de nous demander par email de recevoir les éléments et je vous les enverrai personnellement par email là, dans les 24 heures. J'ai reçu une demande assez intéressante, Guillaume. Ouais, vas-y, On Rémi. m'a demandé s'il était possible de faire des réunions d'information questions-réponses en direct avec moi ou toi. Est-ce qu'on peut mettre ça en place dans les commentaires là, du live? Un créneau d'une heure demain, lundi, mardi, pour, je sais pas moi, 5 ou 6 personnes qui pourraient être très intéressées de nous poser des questions en direct pour voir si on peut les aider et voir si on peut répondre à leurs besoins via nos formations. Ouais, si tu veux. Ben, du coup, dans le mail que j'enverrai aux personnes qui posent la question, j'intégrerai un lien. Je te laisserai animer la réunion. Comme je Oui, sais que c'est tu as ça. t'as un planning un peu léger, ça Non, mais devrait c'est vrai passer, que non? demain, alors Guillaume organise une classe virtuelle, moi non. Mais effectivement, l'idée c'était, parce qu'on a quand même pas mal de rendez-vous à la fin des lives, Hmm. l'idée ça serait de rassembler les différentes personnes sur un petit groupe de 5 6 personnes demain, lundi, mardi. Donc on va essayer de vous proposer quelques créneaux, des créneaux Ouais, limités à 6 personnes pour pas que les gens pour que tout le monde puisse participer et poser ses questions. Et ouais. on sera vraiment très heureux de vous présenter ce que l'on peut vous proposer en termes de formation de manière un peu plus poussée. Super. Merci à tous. On était en petit comité, je pense, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de commentaires. Alors, je pense que effectivement, le fait de faire des lives très serrés, d'être très limité dans les invitations, voilà. Ben, en tout cas, on est très heureux justement d'avoir fait ce live avec vous. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a apporté des choses que vous avez vues là et finalement très rare. Hein, c'est le fruit de 15 années de travail. C'est très long à développer et on est très heureux de le partager avec vous parce que au-delà des aspects d'entreprise et de formation, etc., nous, on a une motivation, on poursuit un but plus grand. On est sur un projet à 25-30 ans. On veut vraiment apporter une solution concrète, finalement, aux organisations et aux acheteurs, on l'a dit, vont devenir une autre fonction dans les années à venir. Et c'est tout ce qui compte pour nous. Voilà. Donc,
On est très heureux de partager ça avec vous et on vous remercie de votre participation, de nos échanges. Vous n'hésitez pas, on est là voilà, pour vous renseigner sur vos choix, voilà, pour échanger, pour faire évoluer finalement, aller de l'avant sur cette belle cause qu'on partage tous. Il est clair qu'aujourd'hui, vu la place qu'on prend dans les organisations, vu les enjeux auxquels l'humanité doit répondre dans les prochaines années, nous pouvons et nous devons jouer un rôle majeur dans cette transition écologique, notamment. Dans écologique, je ne parle pas de CO2, je parle aussi de biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de CO2. On a l'impression on fait de la RSE pour sauver nos fesses. Non, mais c'est ça. On veut sauver nos fesses pour continuer à faire fonctionner le monde comme il a toujours fonctionné. Moi, j'ai rien. Je pense, Sébastien et moi, on n'a aucun problème avec le fonctionnement d'entreprise, la génération de valeur, etc. Au contraire. Par contre, à un moment donné, on fait de la RSE correctement. Là, on vous a montré des exemples précis de réduction. Les impacts sont réels, touchent des millions finalement de tonnes de CO2 par effet papillon. Voilà, on a dans tous les projets on a pu mener et que vous pouvez mener. Donc, il y a un vrai choix de votre côté à devenir des vrais acteurs qui génèrent de vrais résultats et qui participent à apporter à leur niveau, hein, parce qu'on ne changera peut-être pas le monde, mais on peut y contribuer, on peut faire notre part. Et je pense que modestement, on peut avancer sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? C'est sûr, c'était beau. Ouais, je me suis senti. Là, c'est la grippe, hein, j'ai de la fièvre et tout. Mais je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on voit que ça fédère de plus en plus. Et on a mis finalement j'allais dire le doigt, mais on a mis carrément le bras, la tête entière. On est rentré tout entier dans une redéfinition de la fonction achat. Et finalement, on a mis le doigt sur une solution pour accompagner les organisations de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est top. Allez, on verse une petite larme. Moi, je vais prendre un Doliprane. Et puis, et puis, on se dit à très bientôt. On se voit dans quoi? Dans une quinzaine de jours, c'est ça, pour la partie RSE? Exactement. Super. Ciao tout le monde. Merci à tous. Merci Au revoir. Seb. À C'est top. bientôt. Merci à toi Seb. Ciao, ciao. Oh là là, c'est beau. On va pleurnicher. Allez, salut à tous. J'arrête la diffusion.